pourquoi je suis capable de me poser des questions sur l'univers. Les animaux ne semblent pas se poser des questions sur l'univers. Ils semblent, mais peut-être, mais c'est pas évident. Les plantes non plus. Mais pourquoi? Et puis quand je regardais dans l'univers, quand je regardais dans la nature, je voyais des structures, je voyais des choses qui semblaient être très organisées, non aléatoires. Je voyais des structures, des patterns. Le fait qu'on existe, nous, dans notre corps, c'est une évidence que l'univers a des effets négantropiques, qui ont un effet non aléatoire, un effet dans l'univers où la structure de l'espace, ou la structure de l'univers crée des systèmes qui s'organisent, pas que des systèmes qui se désorganisent. Hein? L'entropie, c'est un concept que l'univers va toujours vers la désorganisation. Et moi, ça m'a permis très rapidement, quand j'étais jeune, quand j'ai appris ces principes, parce que je savais dans ma chambre, quand elle se désorganisait, qui était le cas très, très souvent, c'est parce qu'elle était organisée avant. Hein? Les choses ne peuvent pas se désorganiser s'ils n'ont jamais été organisés. C'est vrai? Alors ce soir, on va se faire une petite bulle, vous et moi. On va se faire un petit paradème, vous et moi, une petite dimension séparée, nous et moi. Bon, pas trop séparée parce qu'on ne peut pas séparer dans l'univers, mais une petite bulle où on va laisser un peu les choses s'ouvrir dans notre esprit. On va laisser les portes s'ouvrir dans notre esprit et on va explorer notre création. On va explorer notre existence. Notre existence et l'univers dans lequel on vit. OK? OK. Vous n'avez pas trop l'air convaincu, là. Vous avez des difficultés avec la bulle, la construction de bulle. Elle va se faire tout seul, la bulle. Il s'agit juste d'y penser un peu. Alors, j'ai nommé cette conférence « L'univers et vous » parce que, dernièrement, je viens de publier un papier. Je viens d'en publier deux, en fait. L'autre, il n'a pas été annoncé. Mais celui-là, on était très content de finalement le finir. J'ai commencé ce papier en 2012. Et c'est le résultat d'une exploration de structure holographique de l'univers. Et ça a été très excitant. Vous savez, j'ai décrit... Alors, combien de gens ici sont familiers, ça se dit familier? Oui, familier. Familiers avec ma théorie de la masse holographique. OK. Combien de gens ici ont vu le film The Connected Universe, l'univers connecté? OK. Et on va faire un peu de révision alors. Juste un petit peu. Alors, ce papier que je viens de publier, c'est un papier fondamental parce qu'il décrit notre univers de façon complètement différente. Il décrit notre univers de façon complètement différente. Et quand je dis notre univers, je parle de la structure dans laquelle les galaxies, les superamas et tout ça sont. OK? Incluant notre Soleil et notre petite planète et tout ça. Alors, ça a commencé, ce papier, ces équations ont commencé quand j'ai fait la découverte
de la masse holographique. OK? C'est quelque chose qui semble compliqué, mais qui est très simple. Mais quand j'ai fait cette découverte, j'ai fait j'ai dû utiliser dans mes équations quelque chose qui n'est pas aussi commun. Et dans ces équations, donc, j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle l'énergie du vide. OK? Ou zero point energy en physique, qui dit que le vide n'est pas vide. Alors là, déjà, je risque d'en perdre quelqu'un. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Le vide n'est pas vide. Mais c'est parce que vous devez vous rendre compte que les choses qu'on appelle la matière, on pense que la matière, c'est fait d'atomes. C'est vrai, ça? Oui. Et les atomes, on pense que c'est comme des petites boules, comme des billes. Mais c'est pas ça du tout. Les atomes, c'est pas des billes. Parce que les particules, quand on essaie de les trouver, tout ce qu'on trouve, c'est des champs électrostatiques. En fait, les atomes, c'est fait de 99,999999999% d'espace, de vide, soi-disant. Alors ça, c'est 99,9999999% d'espace. Ça aussi, hein? Ça aussi. Vous êtes beaucoup d'espace. Vous êtes en fait très vide. Désolé de vous le dire. Sentez-vous pas insulté. Et vous êtes 0,000001 champ électrostatique qui oscille dans ce vide. Et ces champs électrostatiques, si on les approche l'un de l'autre, ils font que le vide apparaît solide. Le vide apparaît solide. Vous pensez à la matière de cette façon de temps en temps? Votre réalité, c'est du vide qui apparaît solide, incluant vous. Parce qu'on ne trouve pas des petites billes. On ne les trouve pas, les petites billes. En fait, il n'existe pas, les petites billes. On sait très bien en physique. Ce n'est pas des billes. Mais on a tendance à y penser comme ça. Les physiciens se font prendre constamment à y penser comme ça. Et puis ce vide, quand on le regarde près en physique, quand on regarde ce vide dans l'atome au niveau quantique, quand on regarde l'espace, par exemple, l'espace entre deux atomes, vous savez, il y en a de l'espace entre les atomes. Ils ne sont pas serrés du tout, ils ne sont pas... Dans les atomes les plus denses, comme le diamant, si une des atomes dans la molécule de diamant devenait une orange, l'autre atome dans cette même molécule serait à 2 champs de football, de soccer, de foot, ouais, plus loin. Alors, l'autre orange, vous la voyez presque pas. Ça, c'est l'atome la plus dense qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'espace entre les atomes et l'atome elle-même, il y a un petit noyau dans le milieu avec un petit champ électrostatique autour qu'on appelle un électron et c'est tout du vide. Et le noyau, quand on regarde,
tout ce qu'on voit dans ce noyau, on appelle ça des protons. Quand on regarde très près c'est quoi un proton, tout ce qu'on peut dire, c'est que dans cette région de l'espace, il y a un champ électrostatique plus fort qu'ailleurs. Alors, c'est tout du vide, hein? Avec un peu d'énergie dedans. Alors, vous savez, quand les gens spirituels, c'est souvent après une journée difficile, souvent ils arrivent à la maison et disent « Ah, c'est tellement dense ici! » C'est beaucoup de vide. Mais quand on regarde le vide au niveau quantique, on voit que ce vide n'est pas vide. Il est plein. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, évidemment. Puis l'équation que j'ai trouvée est importante, mais elle est très simple. En fait, quand je l'ai enseignée à mon enfant, il avait 7 ans, non, il avait moins que ça, il avait 6 ans ou quelque chose. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit « Ah, c'est tout? » Je dis « Oui. » Mais tu as travaillé 30 ans là-dessus. Je ne me suis pas senti très intelligente à ce moment-là. Ce vide, il est, vous savez, dans le vide entre moi et vous, il semble que c'est vide, mais ce n'est pas vide. Il y a toutes sortes de choses entre moi et vous. Il y a des champs électromagnétiques, il y a la lumière, on la voit, cette lumière, elle est entre moi et vous. On voit, il y a des champs, il y a des ondes radio. Par exemple, si vous prenez un petit cristal, vous l'oscillez à la bonne fréquence, vous allez entendre la radio qui sort. Hein? Il y a les ondes radio, il y a les ondes, il y a le micro-ondes, il y a il y a même des fréquences qui sont émises du noyau de notre galaxie entre nous. Il y a du bruit du suppose Big Bang entre nous et vous. Hein? Dans les vieilles télévisions, si vous savez quand il y a la neige c'était en fait le bruit de l'univers sur votre écran. Alors, c'est pas vide du tout. Alors, il y a beaucoup de fréquences électromagnétiques partout entre nous et vous. Non, moi et vous. Hein? Mais il y en a, vous imaginez, il y a des longueurs d'onde plus longues, les ondes radio plus longues, plus courtes, plus courtes, plus courtes, plus courtes. Hein? Et éventuellement, plus courtes, plus courtes, plus courtes, plus courtes, plus courtes. Oh, super courtes! Super haute fréquence, et bien là, ça devient plus petit que l'atome, plus petit que le noyau d'une atome. Éventuellement, on arrive à un photon qui, à la vitesse de la lumière, ne peut pas traverser la distance de la longueur d'onde. Et ça, c'est le vide quantique, qui est très plein d'énergie. Très, très plein d'énergie. Et ça fait longtemps que j'en parle, mais parce que c'est dans nos équations de physique, et je l'ai utilisé parce que moi, ça m'est apparu quand j'ai vu ça dans la physique, je me suis dit, mais ça doit être la source de la réalité. Là. Ça n'a pas été l'opinion des physiciens il y a 100 ans quand ils l'ont découvert. Ils ont dit, c'est trop d'énergie. On fait comme si ce n'était pas le cas. On va éviter ça à tout coup. Il faut faire comme on étudie que la matière. Ce qu'il y a entre la matière, ça, c'est trop énergétique. Et moi, ça m'est apparu peut-être que c'est l'espace qui crée la matière, pas la matière qui définit l'espace. Et finalement, après toutes ces années,
Un des plus grands mathématiciens et physicien, il a un prix Nobel en physique, a eu l'audace de finalement, en public, en parler directement et dire que l'éther n'aurait jamais dû être enlevé de nos théories de physique. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'un physicien ait la moelle, puis non, la moelle. La moelle? La moelle, le courage, la moelle, l'épine, non, c'est l'épine dorsale, de nous dire, d'en parler publiquement. Et finalement, Frank Wilczek, un des plus grands physiciens, très respecté, en a parlé. Je vous conférence. Vacuum, to us in physics, people commonly talk about a vacuum as what you get if you remove everything you can easily, or even with a lot of effort. En physique, le vide, les physiciens pensent au vide juste comme l'espace quand on enlève toutes les particules qui sont dans l'espace. Hein? Même si c'est difficile de faire ça, c'est quand ils pensent au vide, c'est à ça qu'ils pensent. But that, we've learned, doesn't deserve to be called empty. Mais ça, on a appris, ça doesn't deserve. Ça ne mérite pas d'être appelé le vide. Because it contains a lot of structure, a lot of activity, and we can't understand the behavior of the things we do see if we don't ascribe space itself those properties. So space. On ne peut pas comprendre les choses qui sont dans l'espace si on ne considère pas la structure de l'espace. Space is not a void. Space is not a void. C'est remarquable. Il dit des choses encore mieux. Put it another way, again, that's vacuum is not void. Void. I want to ask the absence of particles, the absence of excitations, is not the absence of structure. Yeah. Put it another way, again, that's vacuum is not void. Void. I want to ask the absence of particles, the absence of excitations, is not the absence of structure. Yeah. The absence of particle is not the absence of structure. Donc non seulement il nous dit, c'est une conférence formidable, ça s'appelle la matérialité du vide, the materiality of the vacuum, vous pouvez la voir sur YouTube. Il nous dit, et puis c'est le premier physicien que j'ai vu en public, je vais vous dire, je pense que sa conférence, c'est une des conférences les plus critiques qui a été faite en physique depuis 150 ans. OK? Et c'est la première fois que je vois un physicien, à part de mes conférences, mais c'est la première fois que je vois un physicien qui parle d'Einstein en ayant fait une grosse gaffe, qu'il a fait une erreur, en enlevant le ether, l'éther de l'espace-temps, et il s'est rendu compte de cette gaffe et il a essayé de la changer plus tard. Mais vous savez, en physique, il y a ce problème. Quand les physiciens deviennent plus sages dans leur vieillesse, dans leurs années plus tard, vous savez, s'ils commencent à dire des choses que les autres physiciens n'aiment pas, on dit, oh, ben vous savez, il a la soixantaine, il a la soixante-dizaine, il a la quatre-vingtaine, il est un peu gâteux, faut pas le prendre au sérieux. Alors quand Einstein a essayé de se rattraper, c'était trop tard, on ne l'écoutait plus. Mais là, Wilczek nous a dit quelque chose d'encore plus incroyable.
Je ne pensais jamais que les mots que vous allez voir allaient sortir de la bouche d'un physicien avec un prix Nobel. This is another example. So, in that very strong sense, we are ethereal beings. De cette façon très forte, hein, dans sa présentation, il nous dit, nous sommes des êtres éthériques.